Bonjour, bienvenue à ce Parole d'expert. Alors aujourd'hui, j'ai pris la place de Philippe Vernois parce que je voulais inviter deux personnes, deux docteurs en psychologie pour animer ce Parole d'expert. Alors je sais que c'est pas les cafés, c'est Parole d'expert, mais bon, j'ai ma tasse quand même, c'est vendredi, il est 14 heures. Avant de commencer ce Parole d'expert, je vais vous donner le programme de la semaine prochaine, puisque lundi, nous fêtons notre 10e semaine d'auto-hypnose avec Christophe. Mardi, ce sera hypnose enfant avec Cécile Beaumont-Marie et Laurence Costier. Mercredi, ce sera l'aventure de la thérapie, notre rendez-vous hebdomadaire de Covision. Jeudi, coaching, prenez votre power shot avec Janet et Laure. Et puis vendredi, à nouveau, parole d'expert avec Philippe Vernois. Donc, je vais vous demander d'accueillir Leïla Bensala et puis Gauthier Camus. Voilà. Bonjour Leïla, bonjour Gauthier. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de l'apport de la thérapie brève dans la psychologie, en fait, dans votre travail de psychologue. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous présenter, qu'on puisse vous connaître un peu plus, puisque là, on ne vous connaît pas encore. Donc, c'est le moment. Tu veux bien commencer, Leïla? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'exerce en tant que psychologue à Reims. Et j'exerce également en tant que maître de conférence à l'université de Reims. Maître de conférence, ça veut dire qu'on enseigne à l'université et qu'on est chercheur aussi. Voilà. Super. Vas-y, Gauthier. Je m'appelle Gauthier, moi je suis depuis 3 ans maintenant psychologue et thérapeute, où j'exerce en cabinet. Je donne aussi quelques cours à l'université de Reims et donc j'ai un peu cette double casquette à la fois de psychologue et de thérapeute, double casquette dont on parlera certainement un peu plus tard, qui peut parfois, comme le disait Franck, rendre schizophrène, mais qui sont Oui, charité bien ordonnée. Comme disait ma grand-mère, charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Oui, c'était effectivement ma grande question. Alors, j'ai oublié de dire bonjour à tout le monde, à Fatia, Étienne, Patricia, Agnès, Anna, Sam, Marie, et tous ceux qui nous suivent tous les jours. Merci de nous suivre tous les jours. Comme ça, likez, mettez-nous des petits cœurs. Bonjour Émilie, bonjour Marie, bonjour Agnès. Oui, et puis la première personne qui s'est connectée aussi, qui nous a suivis activement depuis le début du confinement, Lydie, qui de la Guadeloupe, c'est la première à se connecter à chaque fois. Coucou Lydie. Je ne sais même pas c'est quoi le décalage horaire. Alors, comme tu le disais, oui, c'est comme ça que j'ai pensé à ce qu'on fasse ce parole d'expert, parce que je me suis posé la question sur la difficulté entre avoir ces doubles casquettes, parce qu'on est sur des prérogatives qui sont un petit peu différentes dans la psycho. Alors bon, il me semble, hein, et puis en thérapie brève. Donc, comment se passe cette schizophrénie, alors, Gauthier, cette casquette de psychologue, où on peut imaginer que ça peut prendre du temps, que peut-être d'un côté c'est profond, le travail à faire, et de l'autre côté, nous, en thérapie brève, eh bien, on est sur du factuel, comment on fait, comment on doit s'en sortir, passer d'un point A à un point B. Voilà, comment ça s'organise dans votre façon de penser? Alors moi déjà, j'essaie vraiment de me baser sur la demande et la raison pour laquelle le patient ou client, ça c'est aussi un aspect un peu schizophrénique, c'est déjà l'appellation des personnes qui viennent nous voir, mais les patients ou les clients, vu que sur ma plaque, j'ai à la fois marqué psychologue
et praticiens en thérapie brève, je leur demande naturellement qui ils veulent voir, qui sont venus consulter. Parce que déjà, ça donne un peu des informations sur eux, leurs croyances à propos de leur pathologie, de leurs problématiques ou tout ça. Et en fonction, j'utilise beaucoup d'air cadrage en fait pour faire passer l'approche un petit peu qui va être longue, qui va être difficile, qui va être un peu un parcours du combattant, comme ça peut être le cas dans la tête de certaines personnes. J'utilise beaucoup de recadrage pour passer progressivement vers une formulation d'objectifs, vers plus vers comment aller mieux que sur le pourquoi ça va pas. Mais le pourquoi ça va pas, ça reste aussi parfois des demandes de certains patients. Et dans ce cas-là, la psychologie apporte aussi des clés sur les fonctionnements, sur les processus, sur les mécanismes pour apporter des éléments de réponse. Ok. Oui, parce que en fait, voilà, les gens, ils peuvent très bien vous voir pour changer, mais aussi pour savoir pourquoi. Et c'est aussi important de pouvoir répondre à cette demande, hein. On a oublié de préciser votre formation. Leïla, toi, c'est PNL hypnose sur lequel tu as été formé et que tu pratiques. Et toi, Gauthier, c'est PNL hypnose, si je me rappelle bien, deep hypnose, et puis le deep neural repatterning. Exactement. Donc, vous, tous les deux, vous avez des clés. Tu as dit que c'était beaucoup de recadrage. Je me rappelle aussi que Leïla, elle a parlé aussi que habituellement, c'était plus de l'écoute active et de la reformulation, si je me rappelle bien, lors de nos échanges précédents. Tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, parce qu'en fait, quand les personnes viennent consulter, sont des personnes qui parfois ne savent pas trop quoi raconter au départ, hein. Il n'y a pas forcément un objectif clair, tout ça, donc voilà. Donc l'idée là, c'est que la manière dont je vais comment dire, réagir, ça va être d'abord une écoute active, parce que ces personnes sont là pour qu'on les écoute. D'accord. Et puis, la reformulation de ce qui est en train de se dire, de ce qui est en train d'être dit, elle est importante aussi parce que des fois, c'est ce que les personnes sont venues chercher. Alors, il n'y a pas forcément d'objectif là, hein, mais l'objectif, en fait, il est en dessous, enfin, il est présent. Et l'objectif, parfois, c'est effectivement reformuler à notre manière à nous, d'accord, mais ça donne à voir quelque chose qui est une sorte parfois même de réponse. Alors évidemment, c'est le meilleur des cas, mais sinon, ça donne une distance au patient par rapport à sa problématique. Et puis c'est vrai, Gauthier il disait tout à l'heure qu'il y a des personnes qui veulent savoir pourquoi. Eh bien, il y a aussi des cas en tête où les personnes ne viennent pas tellement, enfin, en fait, des personnes qui sont un petit peu perdues, qui cherchent à comprendre, donc ils cherchent à savoir pourquoi, en tout cas à comprendre. Et puis une fois que pour certaines, ils ou elles ont compris, en tout cas dans la formulation de la réponse ou quelque chose comme ça, eh bien, voilà, ils sont contents. Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que normalement, c'est en cheminant que parfois l'objectif se présente aussi bien aux patients qu'aux thérapeutes, en fait, hein. Quand la personne dit « Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça », vraiment, voilà, ils étaient proches de ça, ils n'avaient pas les mots, ils n'avaient pas peut-être le positionnement qui leur permettait de voir les choses comme ça, la perspective. Et du coup, ça fait avancer beaucoup, parfois, les choses. Et là, tous nos auditeurs, et Gauthier, tu vas être d'accord, c'est que la reformulation, c'est quelque chose d'énorme, parce que souvent, tu reformules quelque chose que quelqu'un t'a dit, et il te dit, oh, c'est génial ce que vous avez dit. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, hein. Et alors que tu n'as fait que reformuler les mots, sauf que ce n'était pas passé par le bon canal. Quand ça repasse par le canal des oreilles, eh ben, y a une compréhension différente qui se fait. Ah, c'est essentiel, je pense vraiment, la reformulation, c'est une des clés, autant de la psychologie que de la thérapie. Oui. C'est vraiment une base thérapeutique, mais c'est le début vraiment de toute, déjà de la relation thérapeutique, et c'est aussi le début de l'approfondissement de la problématique. Et comme tu disais, Franck, le nombre de personnes qui trouvent absolument génial ce qu'on vient de leur dire, alors qu'on a juste répété leurs mots,
peut-être d'une autre manière, ou peut-être sur un autre ton, ou peut-être avec une intention un peu différente, et qui d'un seul coup, ça prend tout un sens pour eux, et alors qu'ils viennent de le dire juste avant. Ça C'est devient sûr que loin de faire des protocoles compliqués, il y a la base. Et c'est d'une efficacité redoutable. Parce que là, bon, on est dans le rapport. Hein. C'est Oui. clair que là, c'est un des outils du rapport, c'est la base. Mais d'avoir mis déjà la base, c'est quelque chose de super important, d'être dans le contact avec la personne. Alors, moi, j'aime pas trop que tu dis, Leïla, qui parle. J'aime pas trop qu'il parle. Tu sais pourquoi? J'aime pas trop qu'on me raconte. Parce que, puisque c'est moi qui écoute, c'est moi qui me fais mettre en hypnose. Parce que dès que j'entends des trucs, là, je vais me faire mes petits sketchs, je vais me faire mon film. Ça, c'est ma première chose. Et la deuxième, c'est que, si c'est pas moi qui parle, je vais me faire enfumer. Et parce quand on a préparé l'émission, Léla m'a dit, oh ben là maintenant, je sais où je vais chercher. Avec la PNL, je sais où je vais chercher et on m'en fume. Le deuxième point, on m'en fume beaucoup moins. Est-ce que Gauthier, tu es d'accord avec ça? Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a quelques outils assez essentiels et assez pratiques de la PNL, notamment l'utilisation du métamodèle ou les recadrages ou les choses comme ça, qui fait qu'effectivement, les personnes qui vont voir des psychologues, certains d'entre eux, en tout cas, ont tendance, ils ont envie de déverser un flot de tout leur malheur. Alors des fois, ça part plus ou moins dans tous les sens. Bon, ça leur fait du bien dans un premier temps, mais c'est vrai que nous, en face, on se reçoit tout ça. Ça peut avoir tendance aussi à les enraciner un peu dans leurs problématiques et à leur donner une justification légitime de leur mal-être, etc. Et avec la PNL et avec les outils que peuvent être le métamodèle, que peuvent être des recadrages ou des choses comme ça, ça permet de trancher un peu plus le discours, ça permet d'éviter l'enfumage et le fait que ça parte dans tous les sens. Et donc, ça me paraît essentiel de savoir ça. Encore une fois, ça reste un peu une base, selon moi, de la thérapie, mais c'est vraiment important de pas se laisser emmener des fois dans les histoires des clients. Qui, si elles rentrent par là aussi, deviennent les nôtres à un moment. Hein. Parce que quand même, quand on se fait oui, je te vois, mais à un moment, des fois, on entend des trucs, mais ça fait drôle à la tête quand même. Hein. Il y a des images qui se font et avec lesquelles on repart. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop écouter de trop l'histoire, d'aller directement sur qu'est-ce que vous voulez, en fait, sur l'objectif. Oui, c'est ça. Ça me paraît plus simple en tant qu'homme à gérer que ce qu'on me raconte. Quoi. Une façon aussi comment dire, de s'adapter, parce qu'il ne faut pas oublier, les personnes qui viennent en thérapie, c'est des personnes qui sont en souffrance. Donc, voilà. Donc, il y a l'accueil de la parole qui est important. Mais sinon, le fait de questionner, par exemple, quand on voit qu'une personne elle est en souffrance et qu'elle a des choses à raconter, moi je pense que c'est bon d'écouter ce qu'elle a à dire. Après, c'est dans la façon dont elle va raconter les choses, la manière dont elle va raconter cette histoire-là, d'accord? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Cette histoire-là. Parce que cette histoire-là, elle vient avec une histoire particulière, cette personne, cette histoire-là, elle va être formulée d'une certaine façon. Elle va ponctuer sur des choses. Peut-être même systématiquement sur la même chose. Alors, c'est la même histoire, il y a peut-être des choses qui se répètent. Enfin bref, c'est quand même extrêmement riche. Donc, moi, je coupe pas. Par contre, à un moment donné, quand je sens qu'il y a suffisamment de matière pour moi, là, à ce moment-là, j'arrive et je questionne. Voilà, j'arrive avec mes questions parce que là, j'en ai suffisamment de stock, on va dire, suffisamment d'éléments intéressants pour comprendre l'action que je peux avoir auprès de cette personne et l'aide que je peux lui apporter. Et à ce moment-là, je questionne et là, je commence à un petit peu travailler dessus. Oui, y a Philippe et Virginie, ils ont chacun une méthode de travail. Virginie, elle a son tapis dans le bois, un petit peu comme tu racontes que ça sorte. Que Philippe, il va direct avec le marteau de Thor. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, pouf, il dit c'est quoi ça?
avec un de temps. Après, c'est vraiment très personnel. Une fois qu'on a les outils, Oui, c'est ça. Personnellement, que ça monte à l'intérieur, quand tu sens que toi, la soupape de sécurité, elle arrive, tu dis, allez, on y va. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, par exemple, à la 2e séance, voire même à la 3e séance, quand on voit que les choses s'apaisent, eh bien, à la première séance, finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt. La 2e séance, il n'y a plus l'arbre, super, génial. Ah, il y a un autre truc, il y a un autre. Et donc, du coup, ça permet d'avancer. Les personnes viennent avec des choses différentes, hein, peut-être avec des choses plus affûtées, parce qu'ils voient un petit peu comment ça marche. Et du coup, c'est encore meilleur, puisqu'on avance dans les nouvelles problématiques, parce que les anciennes, ok, c'est passé, et maintenant on va dans les prochaines. S'ils reviennent, c'est qu'il y a des choses ou qu'il y a encore des choses. Donc peut-être que ces choses-là sont raccrochées, on va dire, à des choses qui n'ont pas encore été traitées, parce que pas encore dit, parce qu'il y a eu plein de choses avant à faire. Donc il y a aussi un ordre un ordre dans les choses, en tout cas dans l'esprit des gens. Il y a des choses qui peuvent être abordées tout de suite, et d'autres qui ne sont pas visibles en fait par le thérapeute tout de suite, mais qui le sont plus tard. Et parfois, nous-mêmes, moi, je sais que des fois ça m'arrive, il y a plusieurs choses sur le grill et je me dis, bon, alors je vais choisir ce qui est le plus problématique tout de suite là maintenant. Donc moi, je traite l'urgence, ce qui est prioritaire, ce qui fait que la personne, elle va partir soulagée de la séance et pour un certain temps. Et ensuite, je continue sur les autres. Donc, je priorise aussi quand il y a beaucoup de choses. Sur une heure. Loïc, tu peux remettre ce qu'a mis Mounira. En fait, c'est la question là, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Leïla, c'est qu'en fait, on va être sur la façon dont est racontée l'histoire. Oui. Pas l'histoire, pas l'histoire, comment elle se raconte, mais comment elle est racontée. Quel mot, sur quel mot c'est appuyé, à quel moment la personne parle fort, à quel moment la personne baisse de ton. On pourrait même, à ce moment-là, faire le lien aussi, puisque ça, c'est un outil énorme en PNL, c'est-à-dire avec les mouvements oculaires, la façon dont elle le dit. Et les mouvements oculaires, si elle voit quelque chose, si elle ressent quelque chose, si elle entend quelque chose en même temps, voilà. ou même si elle nous pipote, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une image, elle peut très bien pas nous mentir, mais avoir une image partielle uniquement de ce qu'elle nous raconte. Et là, c'est pas un secret ceux qui pratiquent la PNL. C'est énorme parce que tout de suite, on est dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé et qu'est-ce que ça a fait à la personne. Donc la relation mot-émotion et physionomie est énorme. Tout de suite, on arrive à capter ce qui est en train de se passer. Dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir quelques mots de l'aventure de la personne, de l'histoire de la personne, parce que là, tout de suite, on sait où on va, où il s'est passé quelque chose. Laisser, comme le disait Leïla, la phase d'écoute au début, laisser la personne aussi arriver avec ses besoins, avec ses attentes, etc. Non seulement ça apporte des informations sur le langage, sur la communication aussi paraverbale et non verbale. On apprend effectivement plein de choses qui permettent d'un peu mieux comprendre le fonctionnement de la personne, ses mécanismes, les points vraiment où intervenir. Et puis ça permet aussi dans un second temps, au niveau de la synchronisation, dans un premier temps, ça permet nous aussi de nous mettre un petit peu en mode passif, une oreille un peu compatissante, bienveillante, etc. Et progressivement, une fois qu'on est bien synchronisé avec la personne, passer nous-mêmes dans un cadre plus objectif, dans un cadre plus interventionniste, le comment. Et quand la synchronisation est bien faite, la personne directement, elle ressent aussi cette énergie et ça permet aussi de la faire basculer progressivement dans un autre versant. Donc c'est vrai que Leïla a raison, dans son approche de laisser vraiment ce temps aussi, parce que c'est riche d'informations et c'est aussi riche d'interventions derrière. Ce qui est riche aussi d'informations, c'est quand on voit tous les indicateurs qui montrent qu'il s'est passé quelque chose d'important et que la personne ne dit pas. Oui. D'accord ? On voit qu'il y a tout là, il y a légèrement au bord des larmes, il y a tout ça, et puis ça ne passe pas la barrière. Donc là, effectivement, ça aussi c'est informatif, parce que cette personne-là, elle vient pour quelque chose, mais il y a un truc qu'elle n'arrive pas à dire. Bon, donc ça aussi, ça à prendre en compte, parce que des fois, il y a un gros arbre, mais on fait comme s'il n'y avait pas d'arbre. Voilà. Donc,
aussi en Oui, tenir le traitement du rapport, la reformulation, la synchro dont parlait Gauthier. Ensuite, bah, écoutez, alors oui, alors donc, entre avant, j'étais psychologue et après, je me suis formé en thérapie brève. Qu'est-ce que ça a changé dans votre approche ou dans votre façon de penser ou de... D'accord. Je sais pas si Leïla, tu veux. Bah, moi, je pense que, tu vois, par exemple, on parlait de recadrage tout à l'heure. Donc, l'écoute du patient, il y a du recadrage, il y a de la reformulation. Donc, on est déjà sur des choses qui existent déjà, en fait, en psychologie. Et puis après, il y a l'histoire, enfin, en plus, j'ai une formation en psychologie, enfin, sur les processus mentaux, etc. Donc, en fait, il y a tout un tas de connaissances et d'informations que j'agglomère, en fait. Quand une personne, enfin un enfant ou un adolescent arrive, il faut aussi que je capte quel est tout un tas d'éléments qui peuvent me servir ensuite. Donc, il y a toutes ces informations-là qui sont considérées. Et en fait, toutes ces informations-là sont une bonne amorce. Le recadrage est important, la reformulation est importante, l'écoute, le dire pourquoi, le fait de conscientiser, par exemple, des choses. Le travers de ça, un des travers, mais des travers partout, hein, mais bon, un des travers, c'est que conscientiser, ça veut dire mettre en mots, eh bien, chez certaines personnes, c'est quelque chose qui permet d'avancer. Là, je suis OK, parce que là, c'est pour ça que la personne est venue. Si dans ta tête, l'objectif, c'est comprendre et qu'elle est très sensible à ça et qu'elle fonctionne à ça, que c'est un moteur, super. Il y a des personnes, comprendre, c'est presque un prétexte, d'accord, pour venir, oui, je comprends mieux, mais en fait, ça dure. Donc là, on peut se questionner sur la relation que le patient entretient avec son thérapeute, hein, qui est de, j'y vais pour, alors après, mais il n'y a pas forcément effectivement de mise en objectif. Donc, autant pour certaines personnes, ça marche et ça ressemble à une thérapie brève, parce que ces personnes fonctionnent comme ça, y compris des personnes qui fonctionnent sur objectif, qui viennent voir un thérapeute, parce qu'on voit bien que c'est des choses bien claires et ils sont décidés, ils ont déjà quelque chose qui est prêt. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose. Par contre, les personnes qui ont des difficultés à mettre en objectif, tout simplement parce que des fois, il n'y en a pas de vraiment clair dans la tête, surtout quand c'est, par exemple, comprendre simplement, eh bien là, c'est plus délicat pour ces personnes, je pense. Donc, quand on a des outils en PNL et en hypnose, c'est vrai que là, on a plus les moyens pour aller chercher un petit peu la personne à ce moment-là et pour essayer de lui proposer finalement des choses. Alors, je dis proposer parce que ça peut prendre des formes très, très variées en PNL et en hypnose. Lui proposer finalement des pistes. Donc, il y a un travail derrière qui permet de le faire. Il y a des techniques qui permettent de le faire. Donc, finalement, ça complète les outils du psychologue. Et moi, je te disais l'autre jour, Franck, moi, je prends tout. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les techniques que j'ai, toutes les connaissances, tous les processus, etc., moi, tout m'intéresse parce que quand une personne vient me voir, je ne sais jamais à quoi ça ressemble dans sa tête, en fait, comment c'est construit. Je ne sais pas, moi. Donc, moi, j'apprends, j'écoute et je commence à constituer le paysage en fonction de le paysage de la personne psychologique, en fonction de ce que la personne me dit et ne me dit pas aussi. Des fois, je ne mets pas forcément un paysage avec des trous. Je forme un paysage, puis après, ce paysage, il change au fur et à mesure que la personne, le patient me dit des choses nouvelles. Donc, j'augmente la précision du paysage. Et parfois même, je réoriente, parce que des fois, il y a tout un pan qui n'est pas dit. Et puis, là, je reconstruis. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que ça donne, donc ces formations donnent des outils tout à fait intéressants pour faire en sorte que les personnes qui sont un petit peu mises sur le côté par rapport à une thérapie classique, j'allais dire, eh bien, soient prises en compte. Et puis, hop, on travaille aussi on travaille avec tout le monde, mais on travaille aussi avec les personnes
chez qui l'objectif n'est pas très clair. Mais un psychologue peut aussi être désarçonné parce qu'une personne arrive et dit, un patient dit, ben moi, je veux telle chose. Il peut être désarçonné parce qu'il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il a l'habitude que ce soit quelque chose de long, quelque chose. Et la personne qui arrive, il dit, bon, alors moi, je veux ci, je veux ça, poum. Donc, il est embêté. Vous voyez, oui, c'est intéressant parce que tu veux dire que, en fait, dans la norme, c'est pas fait pour être rapide, c'est plutôt typique thérapie brève, et que la notion d'objectif, c'est pas toujours très clair si on ne vient pas du monde des thérapies brèves. Ouais, c'est ça en fait. Les personnes qui viennent consulter des hypnos, des psychologues, c'est des personnes tout venant voilà, c'est des gens qui vont pas se dire alors je vais réfléchir, qui je vais voir. Ils y vont. Alors parfois un petit peu, etc. Mais ils n'ont pas forcément une attente précise. Enfin, ils ont pas. Ce qu'ils savent, c'est qu'il faut qu'ils parlent. D'accord. Il faut il y a quelque chose. Hein. De là à dire ils veulent absolument telle chose, bon, il y en a, c'est OK. Et il y en a, c'est il faut qu'ils parlent hein, parce qu'ils sont arrivés à un tel moment dans leur vie que là, il n'y a plus moyen. Donc là, ça, c'est un pas énorme. Hein. Et moi, ce que je pense, c'est que ce pas-là, il faut leur en faire profiter. Voilà. Il faut leur en faire profiter un maximum. Et assez vite, c'est-à-dire que dès la première séance. Voilà. Bien sûr. Parce que quand tu dis moi, je sais ce que je veux, en fait, c'est typique de l'objectif, c'est-à-dire qu'ils ont touché l'état émotionnel à atteindre. Oui. C'est aussi ça, hein, l'intérêt de l'objectif, c'est pas que de faire les 7 points, les 7 clés, c'est qu'on puisse toucher, qu'on puisse se baigner dans l'état émotionnel désiré. Et à ce moment-là, on a le choix, c'est-à-dire on a le choix de rester où on est ou d'aller dans un état émotionnel différent. C'est pour ça que c'est important, enfin, à mon sens, l'histoire de la détermination d'objectifs, tout au moins faire un pont vers le futur de comment ce sera quand tout sera réglé, ou comment c'était avant, quand c'était bien. Alors la personne avait le choix entre où je suis et où je veux aller. Ouais. Le choix à condition qui est des idées, on va dire, ou des croyances ou des pensées aidantes et pas des pensées limitantes. Parce que le choix, il est vraiment conditionné par derrière, enfin, par certaines croyances ou pensées, ou l'histoire de la famille, etc., qui font qu'en fait, on n'est plus dans une répétition, de toute façon, ça sera comme ça toute ma vie, etc. Alors qu'en fait, c'est peut-être là d'abord à travailler avant de dire effectivement, la personne, elle a le choix, parce qu'un choix, ça vient de soi, en fait. C'est pas, moi, mon choix, c'est parce que ça s'est passé comme ça dans mon histoire, donc moi, je vais poursuivre. Tu vois, en fait, hein, là, il y a un choix un petit peu conditionné par des croyances. C'est pas un choix par rapport à des choses bonnes pour soi. C'est un choix du contexte, en fait, hein, de l'histoire. Voilà. C'est l'histoire qu'on se raconte. Voilà, donc, quand on dit oui, les personnes ont le choix, en fait, il faut faire en sorte, je pense, hein, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, qu'elles aient leur choix, qu'elles fassent leur propre choix. D'accord. Qu'elles fassent leur propre choix pour arriver à ça. Des fois, c'est un petit peu long parce que les croyances limitantes, les pensées, etc., elles arrivent au compte-gouttes. Et donc, des fois, je débarre en trompe, puis je me dis, oh mince, ça, bon, elle me le dit maintenant, ou il me le dit maintenant, ok, donc je reprends, etc. Tac, une deuxième, bon. Et donc, des fois, je redémarre plusieurs fois avant d'arriver vraiment à quelque chose qui tourne, quoi, qui va beaucoup plus vite, parce que une fois que tout ça s'est désamorcé, c'est quand même assez rapide, et le fait d'adhérer à la carte du monde de l'autre offre des possibilités. En fait, ça nous offre la possibilité de leur offrir des possibilités. Voilà, c'est ça. Bien sûr, et c'est pas le changement qui est long, c'est le chemin pour aller. C'est le chemin pour aller. Oui, des fois, il est très rapide quand même. Hein. Il y a des patients, ça va assez vite. Je suis contente pour eux d'ailleurs. C'est super. Et toi aussi, tu as d'autres petites. Parce que ça vient d'anecdotes, là, en fait. Hein, parce que la généralité parce que ce que Leïla nous raconte, ça vient d'anecdotes. Tu en as d'autres, toi? Moi, c'est pour revenir surtout sur la notion de durée. Pour les personnes qui viennent s'adresser principalement à un psychologue, ils ont cette croyance pour certains que ça va être long.
On leur a dit, leur médecin généraliste leur a dit, leur psychiatre, s'ils vont en voir un, leur a dit qu'une dépression, c'était 6 mois, 1 an. Et donc, moi, ce que je fais régulièrement, j'essaye de m'amuser un petit peu avec ça, je leur demande dans combien de temps ils pensent aller mieux. Parce que des fois, l'objectif n'est pas toujours très clair, donc c'est souvent aller mieux, Oui, oui. plus ressentir quelque chose de mauvais, donc Oui. dans l'émotion, mais dans le flou. Et donc, je leur demande, donc, selon vous, c'est possible d'aller mieux dans combien de temps? Et je suis assez étonné des réponses qui vont être, bah, de toute façon, avant 6 mois, ce ne sera pas possible, ou il va me falloir 9 mois, 1 an, parce que ma mère a mis 1 an à sortir de sa dépression, donc moi, je ne me sens pas capable de faire mieux qu'elle, ou des choses comme ça. Et donc, c'est important aussi, je pense, de jouer un petit peu là-dessus et de recadrer aussi cette notion de durée. Donc, en leur demandant d'essayer de faire en sorte que ce soit encore plus long, ou d'essayer de trouver, si je leur dis 2 ans, ça vous semble trop long, ouais, 2 ans, c'est vraiment trop long, 15 jours, oh non, 15 jours, c'est impossible. Et de jouer un petit peu là-dessus pour finalement qu'ils se disent, bah, oui, peut-être que ça peut être plus rapide que ce que je pense. Parce que c'est vrai que sur cette notion de durée, c'est. Et si c'était plus court? Tu es sur deux niveaux là. Tu as parlé des. En fait, on est aussi sur les métaprogrammes, c'est-à-dire il y a des gens qui mettent 6 mois toujours, c'est leur durée de temps pour faire quelque chose. Même s'ils sont dans un magasin, ils veulent acheter un truc, mais pour acheter un truc, il faut 6 mois. Donc, ils vont attendre 6 mois pour venir l'acheter, même s'ils peuvent l'acheter tout de suite, même si ça leur plaît, c'est comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que tu as parlé de ma mère, c'était comme ça. Ouais. Et là, on est sur des croyances identitaires. Et c'est vrai que, en fait, peut-être que est-ce que sa mère, ce serait plus sa mère si il arrivait à le faire en 3 mois, ce que sa mère a fait 9 mois. En fait, c'est la grande question, quoi. Donc ça, c'est un truc c'est un peu moins facile à débloquer, on va dire. Ouais, quand il y a de l'identité, bah, c'est aussi ce que je voulais parler sur la grande question que tu avais posée sur la différence un petit peu entre l'approche de psychologie et l'apport de la thérapie brève. Moi, dans ma conception que j'avais de la thérapie, sans avoir accès aux outils de la thérapie brève, c'était beaucoup basé sur un diagnostic. Voilà. Il y a des tests très bien, il y a des tests qui sont normés, validés, etc., qui permettent de donner un diagnostic qui est très bien et qui correspond à des demandes aussi précises de certains patients qui veulent savoir, bah, je vais pas bien, mais qu'est-ce que j'ai et presque d'avoir un diagnostic, pour certains, ça va les soulager déjà immédiatement. Ah, je suis dépressif, ok, je comprends mieux pourquoi ça va pas, je sais qu'il y en a d'autres comme moi, je vais pouvoir légitimer un petit peu mon mal-être auprès de mon entourage, auprès des personnes. J'ai une maladie qui existe, un psychologue, par des tests, m'a validé, m'a donné le diagnostic, c'est bon. Donc, il y a cette approche-là qui parfois rend l'approche thérapie brève un peu plus compliquée parce que dès que le diagnostic s'installe un peu au niveau identitaire, justement, le travail doit se faire un peu plus en profondeur pour recadrer un peu le fait que vous n'êtes pas dépressif, vous faites une dépression, des petites choses comme ça, et que ça ne devienne pas quelque chose. Là, on peut rejoindre aussi la généalogie et le passif. Bon, bah, toutes les femmes dans ma famille ont fait des dépressions, donc on est toutes dépressives de mère en fille. Donc, il y a vraiment cette distinction-là, en tout cas, moi, qui m'a un peu marqué entre l'approche diagnostique, qui presque en face, il y a un diagnostic, il y a des outils où il y a des clés données, et l'approche vraiment objective où on s'en fiche quelque part de qu'elle soit dépressive, à un niveau sévère, élevé, qu'elle soit, je sais pas, anxieuse, d'anxiété généralisée, où on travaille sur le symptôme, sur l'émotion, sur la sensation, et ça a été une des principales différences, moi, qui m'a sauté aux yeux dans ces deux approches-là. Il y a Marie qui met un commentaire qui corrobore ce que tu dis là.
Est-ce que vous voulez pas que ça soit plus long? En fait, oui, bien sûr, Marie, ça crée de la confusion. Enfin, peut-être que vous la connaissez certainement, la petite anecdote de Bandler, hein. Il demande à son client, d'après vous, combien il faut de séances? Le client, il dit 4. Il dit, bon, d'accord, ça vous embête pas qu'on commence avec la 4e? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, la notion du temps, elle change complètement. Et puis, on peut commencer avec la 4e. Comme ça, on va commencer à aller mieux, et puis on reviendra sur les autres d'avant. Est-ce qu'il y a besoin d'y aller? Puisqu'en fait, tout ça, c'est dans notre tête. Ça n'a pas le passé, le présent, le futur. Tout ça, ça n'existe pas. C'est nous qui le créons. Et quand on pense à un problème qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou hier, nous le créons en refaisant les connexions de cet instant-là. Et on recrée l'état émotionnel. C'est aussi simple que ça. Il y a une question intéressante de Patricia Verdier là, qui marque, si j'ai bien compris, que quand il y a un diagnostic identitaire, on ne peut pas traiter en thérapie brève. Si, heureusement, la thérapie brève offre aussi des outils pour repasser à des niveaux plus comportementaux, plus contextuels, que ce soit des outils de la PNL sur les recadrages, sur le travail sur les croyances ou des choses comme ça, ou en DNR, il y a des techniques avec de la stimulation bilatérale, ou aussi en EFT, je crois, il y a des choses comme ça qui permettent de ce qu'on appelle décompresser les niveaux logiques. Donc voilà, parce que voilà. La pyramide de on est sur une, voilà, c'est-à-dire que en fait, on a une pyramide, enfin, on considère qu'on a une pyramide, c'est la pyramide de Diels. Et en bas, on a l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et le sens que l'on donne aux choses. Et ces niveaux-là sont en interaction. Mais s'ils sont compressés, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'identité et le comportement sont deux choses séparées. Et si on compresse deux niveaux, eh ben, là, ça va poser un problème. C'est-à-dire, quelqu'un qui est je suis un dépressif, ça va être compliqué à travailler. Par contre, quelqu'un qui fait une dépression, là, il faudra qu'on amène notre client notre client à exprimer que, en fait, il fait une dépression. Et à ce moment-là, on pourra travailler sur son côté comportemental dépressif. Ça sera beaucoup plus. On pourra le faire que si je suis, ben là, parce qu'après l'identité, c'est encore une grande question. Qui on est, avec qui et quand, puisqu'on va avoir une identité un petit peu différente à chaque fois. Ça marche très bien. C'est la grande question en fait. Je suis alcoolique, je suis fumeur, je suis etc. Non, vous êtes quelqu'un qui consommait de l'alcool. Enfin, pour les addictions, c'est vrai que c'est assez efficace et souvent on voit les personnes qui se présentent de manière un peu identitaire. Alors c'est vrai que pour la consommation de tabac, ça a été une identité peut-être souvent à un moment à l'adolescence où j'appartiens à un groupe, je fume, je suis fumeur, etc. Mais c'est resté. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'entendre aussi comment la personne présente sa problématique pour savoir un petit peu à quel niveau on se situe et savoir s'il y a déjà une petite amorce à faire en amont pour repasser ça à un niveau qui va être plus facile, en tout cas plus abordable à traiter. Oui, c'est intéressant parce que parfois même ce sont ça peut être des personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sont senties avoir une identité par rapport, par exemple, à fumeur ou autre chose. Et puis la vie a continué, et puis ils l'ont gardé. Mais en fait, il y a presque parfois plus tellement de sens, c'est juste qu'on l'a gardé par habitude, et finalement, c'est pas quelque chose qui a un poids particulier, d'accord? Donc, quand c'est bien raccroché, enfin, quand c'est raccroché à des idées ou des croyances limitantes, ok, ou à de l'histoire, etc. Mais quand c'est un petit peu ce que j'appelle moi flottant, c'est-à-dire que c'est là parce que ça l'a toujours été, et puis qu'il n'y a rien qui a fait bouger ça, et puis parce que voilà. Et donc, du coup, c'est pas tellement raccroché ou pas raccroché du tout, c'est flottant. Et donc là, effectivement, le travail est, à mon avis, plus simple, je sais pas, puisque là, il suffit de proposer, de proposer, non, vous n'êtes pas fumeur, vous fumez, en fait. Et du coup, la personne dit, oui, oui, c'est ça, en fait. Hop, elle arrive facilement à le faire, ce qui fait qu'on sent bien que là, la proposition qui est faite, c'est une proposition que la personne est capable de choisir, parce que c'est relié à rien. Donc,
voilà, enfin. Et donc, du coup, elle peut être plus mobile. Et finalement, l'idée, c'est que on rend finalement enfin, en tout cas, on aide les personnes à les rendre plus mobiles dans leur tête pour s'adapter davantage à leur contexte à eux, en fait. Et donc, du coup, c'est comme s'ils reprenaient leur propre libre arbitre, en fait. Hein. Oui, dans certains cas, je suis complètement d'accord. Quand l'identité n'est plus rattachée à rien, parfois un simple recadrage, une refondation un peu différente, la personne, elle l'accepte tout de suite et presque il y a déjà un soulagement qui se fait. Ah, je suis pas fumeur, c'est mieux. Et c'est vrai qu'après, ça permet aussi de savoir s'il y a autre chose derrière. L'identité a une importance pour eux aussi et d'orienter un peu le travail. C'est super intéressant, ça, cette idée enfin, la confusion des niveaux logiques, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, et notamment avec l'identité familiale. Ça, c'est toujours, tu parlais des femmes ou des hommes, ça a toujours été comme ça chez nous. On est comme ça. Dans la mesure où c'est limitant, bien sûr, parce que des fois, ça peut être très ressourçant. Oui, bien sûr. Surtout, ceux-là, on ne les touche pas, on les garde. Et puis, on renforce tout. Ouais. Est-ce que vous voulez aborder un autre qu'est-ce qu'on a parlé? Oui, tu me racontais une petite anecdote concernant le regard, parce que ça, je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Il y a enfin moi je l'ai souvent aussi, c'est que les gens qui ont un problème avec le regard des autres. Oui, là, tu m'as raconté, tu me dis, alors comment tu abordes la question, comment… Alors bon, ça dépend qui j'ai en face de moi. Si c'est quelqu'un qui parle assez facilement, c'est quelqu'un qui va le dire assez vite. Hein, alors pas formulé forcément comme ça, hein, mais quand le discours tourne autour de il, elle, alors ça peut être mon père, ma mère, ma femme, mon mari, enfin voilà, des personnes proches quand même, hein, pensent que quelque chose, un contenu, et puis évidemment c'est négatif. Hein. Donc là, en fait, c'est comme si la personne, le patient, portait en lui-même ce regard négatif, hein, planté. Donc là, on se plante sur le regard des autres. Et donc, en fait, c'est comme si l'autre, il pense quelque chose de mal de moi. Eh bien, moi, je pense pareil, je n'arrive pas à m'en défaire. Donc, je pense que l'autre, finalement, en fait, en raccourci, c'est comme si on disait, finalement, l'autre, il pense mal de moi, mais il a raison, en fait. Voilà, hop, on ouvre la porte. Et puis voilà. Donc, ça commence comme ça. Et puis, parfois j'ai des patients qui ont des difficultés à le dire. Hein, parce que ce sont des personnes qui peuvent être jeunes. Et donc, je dis, ah oui, alors, le regard des autres, est-ce que ça vous pèse? Oui, machin. Alors, bon, alors de 0 à 10, parce que là, j'enclenche l'échelle. De 0 à 10, vous mettriez combien? Alors, des fois, voilà, donc de 0 à 10, donc des fois, c'est 0, voire moins. Donc là, OK. Et puis, des fois, c'est autour de 5, et puis après, c'est… voilà. Et donc là, du coup, ça donne une échelle. Et moi, je garde bien cette échelle-là, hein, parce qu'au fil du travail, eh bien, je vais ensuite, je reteste l'échelle pour voir si c'est intéressant de le faire. Sinon, non. Hein. Mais si c'est intéressant de le faire, je reteste pour voir si ça a augmenté ou pas. Mais là, déjà, j'ai une idée. Donc, travaille sur la confiance en soi. Ouais, sur la confiance en soi, et puis voilà, c'est sur le fait de se recentrer sur soi. Voilà, le regard des autres, c'est bien. En fait, on en a besoin quand même, faut le dire, parce que si on n'avait pas quelque part tout ce regard des autres qui est de l'ordre de la norme sociale, hein, des conventions sociales, etc., ce qu'on partage tous en principe, hein, eh bien, on ne pourrait pas vivre en société. Donc, on a besoin de ce regard-là. On a besoin des fois de se dire, mince, il va y avoir les gendarmes sur la route, il ne faut pas que je dépasse tant de kilomètres. Donc, on a besoin de ces choses-là. Bon, donc c'est pour ça hein, qu'on en a besoin. Mais point trop n'en faut, parce que si on utilise le même outil, d'accord, le même procédé pour faire en sorte de placer des personnes, et souvent des personnes proches d'ailleurs, qui pensent mal de nous, et ben à ce moment-là, c'est quelque chose qui est très douloureux. Et donc, forcément, comme c'est douloureux, le regard, il est sur l'autre, mais il n'est pas sur soi. Donc, moi, mon travail consiste à remettre à réaligner les personnes, en fait. Oui, donc de la confiance essentiellement. De l'action, de la confiance.
Et encore une nouvelle fois, là, on est sur le métaprogramme référence externe, c'est-à-dire toutes les informations qui m'intéressent, elles viennent de l'extérieur. Voilà. Et tout ce que je fais, je bouge et je vais aller m'assurer si ce que j'ai fait plaît à tout le monde, si ça va donner la référence que c'est convenable. À l'opposé d'une référence interne où l'important c'est que moi je pense que ça soit bien et que je le sente bien comme ça. Qu'est-ce qu'on avait abordé d'autre Oui, sur... un mot de, je ne sais pas comment on fait pour cliquer dessus, c'est Mounira qui dit donc c'est l'écoute des émotions, du non-verbal et du poids des mots. Hein, dans l'écoute, c'était tout au début. Oui, ben, en fait, alors, pour juste répondre à ça, ce que je trouve c'est intéressant. Alors, évidemment, oui, il y a tout un tas d'aspects. Et puis, il y a aussi le fait que l'écoute des émotions, des fois, les émotions sont racontées. D'accord ? J'étais triste, je ne suis pas bien, ou alors là, je suis heureuse. Enfin bref, les émotions. Et puis, parfois, ce n'est pas du tout dit. Donc, la question des émotions, elle est importante. Alors, non verbale, parce que des fois, elle n'est pas verbalisée. D'accord ? Des fois, elle est verbalisée, des fois, elle n'est pas verbalisée. Et ici encore, finalement, quand la personne parle, elle raconte un tas de choses, et quand il n'y a pas d'émotion dans ce que la personne dit, ben, en fait, je vais aller la chercher, l'émotion. Hein, quand elle n'est pas sur la table, je vais un petit peu la chercher. Et parfois, c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent, ben moi, je ne suis pas habituée à dire mes émotions. Non, généralement, moi, je garde mes émotions. Ah ben non, surtout pas. Et là, donc là, c'est un travail sur les émotions en particulier, parce que parfois, c'est finalement, elle est là la clé. Ah ben, c'est la base. En thérapie brève, nous ne sommes que des émotions. Voilà. Nous ne sommes que ça, en fait. Donc, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai un état émotionnel qui ne me convient pas. Voilà. Alors, soit pour en atteindre un autre, mais au moins pour vous dire que ça ne me convient pas. Il y a un truc qui déconne. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Mais surtout, je ne peux pas trop le dire. Ou alors, c'est l'occasion de le dire en séance. Hein, donc, ça parle émotion. OK, tout va bien. Et puis, bah, en fait, dans la vie courante, non, je ne parle pas des émotions. Alors, je vous en parle, vous. Hein, mais généralement, j'en parle pas. Donc ça veut dire que on ouvre aux thérapeutes, ce qui est bien parce que en fait, là, c'est un énorme pas pour des personnes comme ça qui sont habituellement fermées à ça. C'est pas des personnes qui se voient pas dans les émotions. Hein, c'est des personnes qui souvent se disent oh là, là, je vais pas bien, mais qu'elles se le disent toutes seules. Hein, elles restent dans le mental. Ou alors elles l'ont dit une fois à une personne, par exemple, puis elles veulent plus trop le dire parce que ça va embêter les autres. Hein, regarde les autres. Ça va embêter les autres, de répéter, etc., sans voir qu'en fait, ça pourrait leur faire du bien. Donc, en fait, là, elles sont de l'autre côté, elles sont dans le regard de l'autre encore, hein, plutôt que d'être à l'intérieur de soi. Donc, c'est vrai que là, il y a toute une recomposition à faire dans la manière, donc déjà, valoriser le fait que la personne vient en parlant de ses émotions, alors d'habitude, elle n'en parle pas. Donc, ça, c'est important. Hein, parce que ça veut dire qu'elle bosse pour elle, là. elle s'essaye hein, sur des choses qu'elle n'est pas habituée à faire. Et c'est génial qu'elle s'essaye avec une personne qui est là pour écouter. D'accord ? Et puis ben, trouver des moyens. Hein, et souvent, ce sont des moyens que les personnes, elles ont pour commencer à exprimer. Ça peut être des choses très différentes. Hein. Il n'y a pas que les mots. Hein. Il y a des formes qui peuvent être très différentes. Et ce que le patient a envie de faire, est capable de faire, a déjà fait parfois, hein, eh bien, on reprend éventuellement des choses qui existent déjà et puis on surfe dessus. Hein, et on fait en sorte que ça permette à la personne finalement de trouver le bon moyen pour exprimer. Je vois Patricia qui dit les autres ne sont pas responsables de nos émotions. Bien sûr que non. Ouais. On est assez grand pour se faire ce qu'on a à faire. Hein. Ils ne peuvent pas aller triturer dans notre cerveau comme ça. Hein. Justement, en off, avant 14h, on discutait avec Léla qu'elle reçoit énormément de gens qui font beaucoup de lecture de pensée. C'est-à-dire qui pensent que savoir ce que les autres pensent, enfin, la lecture de pensée, ceux qui ont fait la PNL connaissent, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés de savoir ce que les autres pensent d'eux. Et que là, Léla et Gauthier disaient qu'ils ont beaucoup de recadrage à faire là-dessus.
si vous pouvez le dire vous-même, en fait, sur le côté les autres pensent du mal de moi. Déjà, effectivement, recadrer. Moi, j'aime bien commencer par recadrer les autres. Les autres, ou que vont en penser les gens, qu'est-ce qu'en pensent les autres. D'un seul coup, ça devient une masse énorme qui nous juge, qui va penser du mal de nous si on fait ci, si on rate, si on dit mal quelque chose, si on montre une émotion alors que le contexte ne s'y prête pas, etc. Il y a beaucoup ça dans la peur de s'exprimer en public, bien sûr, mais plus généralement, j'entends que vont en penser les autres ou les gens. Et d'un seul coup, ce qui est important de faire, en tout cas moi, ce que j'aime bien faire, c'est qui les autres? En général, déjà, on repasse d'une masse infinie de personnes. Toute la société pense quelque chose de mal de moi si j'agis, et d'un seul coup, la recadrer en quelques personnes. Ah ben en fait, là c'est 3 personnes. Et après, travailler un peu plus sur quelle importance que telle personne pense à vous, quelle importance. Enfin, dans un premier temps, voilà, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment décomposer la masse. Parce que dans le langage, c'est étouffant, c'est oppressant de se dire que les gens, c'est un. On est typiquement sur une généralisation. Hein. Exactement. Oui, c'est ça, ça sert parfois de support, hein, la généralisation, ce que tout le monde dit en fait. Hein. Ça sert de support. Donc on surfe, on surfe, d'accord, mais on le fait tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que c'est un vrai support pour ces personnes-là, parce que ça part de là, et puis ensuite, elles restent sur le niveau du support, hein, que tout le monde dit, et donc c'est bien utile. C'est bien utile c'est bien utile dans leur tête pour l'instant. Des fois, c'est utile, hein. Mais si elles viennent te voir et que c'est à la base de quelque chose, c'est que là, c'est pas de l'utile. Là, ça devient gênant. En tout cas, là, on est typiquement dans la structure de surface. C'est typiquement PNL, en fait, c'est-à-dire la généralisation, la structure profonde. Et à chaque fois que tu dis tu redescends d'un cran, on va se rapprocher de l'émotion. C'est aussi pour ça que tout le monde ou les autres, c'est pour s'éloigner de l'émotion fondatrice. Et quelques-uns, oui, mais c'est machin qui a fait un truc qui a duré 2 secondes, mais qui embrume toute la journée, toute la semaine et tout le mois. Et ce type de questionnement, ça recadre assez simplement les choses, et comme ça, on peut travailler sur ce qui s'est passé. Ça recadre, et souvent, ça ouvre, comme tu disais, Franck, ça amène à l'émotion, en fait, directement, plutôt que. C'est vrai que toutes les structures du métamodèle, souvent, sont là pour un peu camoufler. Donc, il y a des gens qui sont très, très doués pour ça et qui le font par protection. Ou j'ai lu un commentaire, je crois, de Marie-Christine qui disait que les personnes qui parlent sans émotion, c'était peut-être en relation avec l'injonction ne ressent pas. Il y a des personnes qui sont aussi élevées. Ça fait référence ça fait référence à une émission, en fait, concernant concernant l'analyse transactionnelle. Et donc, je pense que je me suis un petit peu avancé sur ta réponse, c'est que oui, c'est une injonction d'éducation, ne ressent pas. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des stratégies magnifiques, hein, le flou, les généralisations, les distorsions, tout ça, ça permet un petit peu de rester en surface et de recadrer sur le regard des autres, par exemple, les autres ou tout le monde à 1 ou 2 personnes spécifiques. Non seulement on peut travailler, et en plus, on accède plus facilement à l'émotion et à ce qui se passe vraiment en dessous. Donc oui, ça, en fait, bon, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, on parle quasiment que d'outils. Alors, je ne sais pas si c'est des outils qui sont utilisés en psycho, mais des outils de PNL, du recadrage, de la reformulation. Là, on est sur du métamodèle. Donc, c'est un apport qui a été, c'est un apport énorme dans votre travail. Est-ce que ça va plus vite que vous avez des confrères? Est-ce que vous travaillez pareil? Est-ce que la durée d'une personne dans votre cabinet est plus courte? Moi, je travaille beaucoup en partenariat avec des psychiatres. Donc, Ouais. c'est pas du tout le même boulot. Eux, c'est souvent des suivis qui vont être très longs. Ça va être des séances très courtes. Ça va être
à part justement les diagnostics dont je parlais tout à l'heure, qui sont faits lors des premières séances, après, ça va être beaucoup un suivi pour voir si le traitement médicamenteux qui a été mis en place fonctionne, tout ça. Mais depuis que je collabore avec eux, c'est vrai qu'il y a certains nombres de leurs patients qu'ils avaient depuis plusieurs années qui d'un seul coup me disent oh, bah, c'est bien, il ne revient plus, ou il n'a plus besoin de prendre ses traitements, ou je diminue les doses. Donc, assez rapidement, des personnes qui finalement étaient enlisées, voire condamnées à avoir la petite pilule qui leur permet d'être stable toute leur vie, apprennent, comprennent qu'ils peuvent réussir à s'en détacher et à vivre sans, en fait, qu'ils ont les ressources en eux pour compenser cette petite pilule-là par ce qu'ils ont vraiment. La pilule qu'ils ont dedans. Exactement. Et toi, Léla? Bah, en fait, ce qui est bien, c'est de comparer sur du comparable. Moi, je ne peux pas tellement comparer. Alors moi, j'ai des collègues hein, dont je sais que le suivi est un petit peu plus long que le mien, plus, je ne sais pas dans quel ordre c'est, hein, parce que, mais ce que je sais, c'est qu'en fait, les personnes, enfin les patients que j'ai, globalement, c'est quand même assez court, hein, les thérapies. Moi, je dis par rapport à ce que je pratique. Donc, court, oui. Court, un ordre d'idée. Des fois une séance. Enfin, c'est au mieux, hein, parce que. Et puis 3, 4. Et puis après, il y en a qui sont un petit peu au long cours. Mais au long cours, c'est pas une fois par semaine, c'est des gens qui viennent de manière, donc au début 3-4 fois, puis ensuite ils viennent de loin en loin. Voilà. Ok. Voilà. Ok, super. Sur des choses nouvelles. Souvent sur des choses nouvelles. Oui, il y a quelqu'un qui dit ceux qui, les fameuses petites pilules peuvent devenir des légumes. Bon. Il y a ce qu'on appelle ce que mes collègues appellent les résistants au traitement, en fait. Bon, il y a souvent une histoire d'intention positive, qui est du symptôme qui est pas bien compris et élucidé. Et c'est vrai que les résistants au traitement, la technique un petit peu, c'est d'augmenter un petit peu le traitement pour voir si, en augmentant un peu la dose, ça réagit mieux. Si en modifiant un peu la molécule, ça réagit mieux. En fait, c'est du réajustement médicamenteux. Pour moi, tant que l'intention positive de la maladie, de la problématique, tant qu'elle n'est pas prise en compte, si les personnes résistent au traitement, c'est qu'il y a une raison qu'ils résistent au traitement et c'est qu'ils ont besoin de rester malades à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en charge. Comme on le dirait en PNL, c'est qu'une partie de la personne n'est pas prise en charge. Exactement. Ouais. Bon, ben super. En tout cas, moi, il est 57. Je sais que tu as un rendez-vous, Gauthier. J'ai déjà dépassé l'horaire que tu m'avais accordé. Ça va. Merci à toi, Gauthier, pour cette parole d'expert. Merci à toi, Leïla, aussi, pour cette parole d'expert. Merci à vous tous. Et je me tourne à côté de tous les noms et de tous les messages. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette parole d'expert. Je vais vous redonner le planning de la semaine prochaine. Donc lundi, auto-hypnose numéro... Ah bah oui, bien sûr, Gauthier. Gauthier, parce qu'il doit s'en aller maintenant. Avant de partir, te remercier toi, Epsinaps, et puis tous les gens qui étaient présents. Et juste un petit mot pour conclure. Bien sûr, il n'y a pas de conflit entre psychologie et thérapie. Et j'ai vu passer un commentaire qui disait à juste titre que tous les outils sont bons à prendre. Et voilà, je voulais partir en terminant là-dessus que c'est très complémentaire et que les deux se complètent très bien pour accompagner vous nous avez même invités à la fac de Reims pour donner une journée de formation d'hypnose au M2, si c'est bien ça. D'ailleurs, ils ont été super efficaces. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est éclaté. Ils ont été super efficaces.
Donc, non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on est là ensemble. Donc, merci à vous. Comme ça, je vais pouvoir laisser Gauthier s'en aller. Synapsez-vous, Gauthier et Leïla, et je vais donner le planning de la semaine prochaine. Merci Leïla. Donc lundi, auto-hypnose numéro 10. Mardi, hypnose enfant. Mercredi, l'aventure de la thérapie, la co-vision hein, avec Christophe Kinbeiter. Jeudi, coaching, prenez votre power shot avec Jeannette et Laure. Et puis vendredi, un nouveau Parole d'expert avec Philippe Vernois. Bon week-end, à bientôt et synapsez-vous.